construire la confiance en soi en temps de crise. Voilà pour notre sujet mis en débat aujourd'hui. Chantal Coutard est notre invitée conférencière. Chantal, je vous passe le verbe. Et merci, oh c'est gentiment dit, hein. Le verbe. Voilà. Et je suis contente de le recevoir. Lorsque vous étiez petit, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé d'avoir, soit à l'école, avec vos professeurs, soit avec vos parents, eu beaucoup d'occasions de perdre confiance en vous? Est-ce que vous pensez que vous étiez quelqu'un d'important? Par un moment, oui. Je vais vous raconter une petite histoire. J'avais 11 ans lorsque mon père et ma mère ont décidé de m'envoyer prendre des leçons de piano. Je dois vous dire que dans la famille, on fait ça beaucoup. Et je suis allée chez Monsieur Solon Verrette, Feu Verrette, et j'ai travaillé mon piano. À un moment donné, il m'a dit, tu vas rentrer au conservatoire parce que tu es arrivé à un niveau où tu peux progresser, tu peux aller plus loin. Et lorsqu'il m'a dit ça, il m'a dit aussi, avant de rentrer au conservatoire, je vais t'inviter à venir jouer pour des amis que je vais recevoir dimanche prochain chez moi. Mais oui, monsieur, Maître Verrette, c'est ce que j'ai répondu. Et je ne suis jamais retournée chez lui. Plus jamais. Maintenant, mon père, lorsqu'il s'en est rendu compte, parce que chaque fois qu'on m'envoyait prendre des leçons de piano, j'allais faire du volleyball. Et c'était plus amusant. Je me valorisais un petit peu plus là. Et mon père, lorsqu'il s'en est rendu compte, il m'a dit, tu ne vas plus chez Monsieur Verrette? Je lui ai dit non. Il m'a dit, et comment tu continues ton piano? Je lui ai dit, je vais continuer toute seule. Mais chaque fois que je travaillais mon piano, il me disait, même s'il était dans la chambre, ou bien au balcon, ou sur la cour, il me dit, c'est pas bon, c'est pas bon. Ah non. Et ce qu'il faisait, mon père, il faisait venir un de ses amis pianistes qui jouait, passait la journée à la maison à faire du piano, et cela m'a découragé au superlatif. Et j'ai dit plus jamais. Et comme j'aimais le piano quand même, lorsque j'ai terminé mes études universitaires, vous voyez tout le temps qui est passé, je suis retournée chez un professeur et on a travaillé. Et à un moment donné, le professeur m'a dit, récital. Avec ses autres élèves, je ne suis plus retournée. Ça m'est arrivé une troisième fois, exactement la même chose. À cette époque, j'avais déjà des enfants, donc c'est pour vous dire que j'étais devenue plus adulte. Hein? Je comprenais beaucoup plus les choses. Et ce professeur, j'étais avec une amie d'ailleurs, on allait ensemble au piano. Lorsqu'elle m'a dit, ma fille va organiser un récital avec ses enfants et j'aurais aimé que vous deux, vous soyez les élèves du groupe. Je ne suis plus jamais retournée. Et maintenant, j'ai essayé de chercher pourquoi. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui m'arrivait. Je suis passée par différentes étapes pour finalement comprendre que j'avais été traumatisée par ces mots de mon papa, qui me disait toujours que c'était jamais bon. Jamais. Et j'ai compris que j'avais perdu confiance en moi dès qu'il s'agissait de m'asseoir devant un clavier, devant un piano. Et j'aime le piano. Donc il m'a fallu travailler sur moi pour pouvoir retrouver, je ne l'ai pas encore retrouvé tout à fait, mais retrouver cette confiance en moi lorsque je suis face à un piano. Jusqu'à présent, on me dira de jouer une partition. Je vais essayer de l'exécuter, mais jamais devant un public, même pas devant mon professeur que j'ai pris actuellement. C'est pour vous dire le traumatisme que cela crée chez quelqu'un lorsqu'on lui fait perdre confiance. Est-ce que vous imaginez l'impact? Mais il n'y a pas que... Moi, c'est une situation régulière. Avec mon papa, ma maman, la famille, on vit bien. Mais maintenant, imaginez que nous sommes dans une situation où on
ne vit pas bien. On ne vit pas bien. On a des problèmes. Et on se demande si ce que nous faisons, comme moi je me posais la question avec mon piano, si ce que je fais, si c'est bon. Si je ne dois pas aller au-delà, si je ne dois pas chercher autre chose. Et c'est ça qui est difficile en temps de crise. Entendons-nous bien. C'est quoi le temps de crise? Je sais que les diplomates, les avocats qui sont là vont pouvoir se dire, voilà, la crise c'est ceci, c'est vrai. Mais c'est une situation inhabituelle. C'est une situation destructrice. C'est une situation qui fait chambarder tout ce que nous avions auparavant. Toutes nos valeurs, toutes nos ressources. Donc la situation de crise ne favorise pas, certainement, le travail sur la confiance en soi. Je veux, par exemple, voir dans les clubs Toastmasters, comme Georges a dit tout à l'heure que je suis Toastmaster, c'est vrai, je suis Toastmaster. Dans les clubs, on travaille sur la confiance en soi. On apprend à devenir une meilleure version de nous-mêmes en nous disant « Ok, je peux le faire. Je suis capable d'y parvenir. » Mais pas le dire seulement, en le faisant. Et c'est ça la différence. Mais maintenant, comment accéder à nos clubs pour pouvoir le faire? La situation est difficile. Et tout cela, à quoi ça va mener? Avoir confiance en soi. À quoi cela va mener? Est-ce que c'est important? Réfléchissez un petit moment. Et dites-vous, toi, Gilda, qui étudie la diplomatie, te mettre debout devant un public, devant un auditoire et présenter tout ce que la diplomatie te demande de faire en tant que professionnel, tu vas te dire, est-ce que je suis capable de faire face à ce public? Est-ce que je parviendrai? Est-ce que je suis capable de vendre ce produit que j'ai développé, que j'ai pris mon temps pour le mettre, pour le réveiller, pour le créer, pour le transformer? Est-ce que je suis capable d'aller plus loin que cela? Est-ce que je ne vais pas demander à quelqu'un de le faire pour moi? Mais vous savez, c'est vraiment difficile. C'est pour ça qu'on appelle notre peuple le peuple haïtien, qui est le peuple le plus résilient, l'un des peuples les plus résilients au monde. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je vais faire une différence entre la résilience et la résignation. Oui. Dans notre pays, il y a des résignés. Mais il y a aussi des résilients. Moi, les résignés, je dis que ce sont ceux qui acceptent la situation comme elle est et ne font rien pour pouvoir la changer. Ils acceptent. Mais les résilients sont ceux qui, malgré cette situation, sont capables de se développer eux-mêmes et de continuer à se battre et de continuer à se dire qu'il y a un point où nous pouvons arriver et nous allons travailler pour y parvenir. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Hein? Alors, comment y parvenir? Est-ce que il y a des idées là? Comment y parvenir? Nous avons tendance à voir dans le développement de la confiance en soi une activité de développement personnel. C'est un point. Parce que dans le développement personnel, si on prend la hiérarchie, la pyramide de Maslow que vous avez tous étudié, on voit qu'il y a plusieurs types de besoins. Mais aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Il y en a beaucoup. La confiance en soi, c'est un besoin personnel qui nous permet de faire quoi? D'arriver à quoi? D'arriver à notre petit bonheur. C'est ça. On veut tous être heureux. Mais on ne veut pas être heureux aux dépens de quelqu'un. On veut créer notre propre bonheur. Vous êtes d'accord? Il faut arriver à le faire.
Et pour pouvoir y parvenir, il faut absolument rentrer dans le créneau du développement personnel. Il y a beaucoup de livres écrits sur le développement personnel. Et je suis certaine que si je demande à l'un de vous de me donner un titre, vous allez immédiatement me donner un titre. Un titre sur le développement personnel. Je n'oublierai pas ce livre que moi j'ai lu il y a vraiment une trentaine d'années, qui est toujours d'actualité. Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. Je vois qu'il sourit. Il y en a qui sourient. Waouh, bravo. Vous l'avez lu certainement. J'étais, vous savez, je vous ai raconté mon enfance avec le piano. Je vais aller plus loin. Ce manque de confiance en moi, je l'ai eu même sur les bancs de l'école, parce que j'ai grandi avec ce manque de confiance. Et heureusement que j'avais ma sœur aînée qui, à un moment donné, était toujours dans la même classe que moi. Elle a commencé avant moi, mais elle a eu un problème au 3e trimestre scolaire, une rage de dents qui n'a jamais cessé. Ma maman avait de la difficulté pour l'emmener chez le dentiste. Elle a perdu le 3e trimestre scolaire. Et puis on s'est retrouvés dans la même classe après et on a fait notre cheminement ensemble. Eh bien, heureusement qu'elle était toujours là près de moi, parce que lorsque je rencontre des camarades de classe, je ne me souviens pas d'eux. Je ne me souviens pas d'eux. Je ne me souviens pas de leur nom, je ne me souviens pas de leur visage. C'est comme si c'était néant, c'est blanc. Et c'est ma soeur qui me dit, ah mais non, c'est une telle, tu ne te souviens pas, on a fait tel désordre ensemble, on a fait telle chose ensemble. Je ne me souvenais pas parce que j'avais peur de rencontrer des gens, j'avais peur de me connecter aux autres. Et ça aussi, on peut l'attribuer à un manque de confiance en soi. Et ce manque de confiance en soi, on peut dire que... J'ai entendu tout à l'heure dans la présentation qu'il y avait quelqu'un qui travaille avec les enfants. C'est toi, Stéphanie. C'est parce qu'on n'apprend pas à dire aux enfants, tu es bien. Ce que tu as fait, c'est très bien. Un gribouillis. L'enfant était content d'avoir fait son gribouillis. Vous voyez que, oh mon Dieu, toutes les couleurs sont mélangées. Il dit, dis-moi ce que tu as fait. Dis-moi ce que tu as représenté. Ah, ma petite fille me le dit toujours. Grand-mère, voici ce que j'ai fait. J'ai fait ma maman. Je suis dans le ventre de ma maman et mon papa est tout près. Mais c'était tout un gribouillis. Je dis, ah, vraiment, bravo ma fille, bravo ma fille, bravo. Mais moi, on ne me l'a jamais dit. Et j'ai toujours eu peur des autres. J'ai eu peur du raisonnement, de la pensée des autres. Donc, je ne me souviens plus des autres. Et lorsque, écoutez bien, après mes études universitaires, après que je sois devenue infirmière, diplômée, licenciée, j'ai commencé à travailler, j'ai lu Dale Carnegie. Comment se faire des amis. Mais je vais vous dire, le deuxième secret, c'est pas de lire, c'est de pratiquer. Et tant qu'on ne pratique pas, on n'arrive pas à gagner cette confiance en soi. Et quand j'ai lu Dale Carnegie, qui avait donné en tout cas je ne me souviens pas de tout ce qu'il y a écrit dans le livre, ça fait tellement longtemps, mais je me souviens d'une petite histoire qu'il a racontée, un conseil qu'il a donné, et je l'ai appliqué. Lorsque je devais aller, c'était mon premier bébé, je devais aller à la clinique du gynécologue. Et quand j'arrivais dans la salle, j'ouvrais la porte et la première chose que je faisais, je m'arrêtais. Pour que tout le monde me regarde. Tout le monde me regardait et finalement, on se détournait de moi et j'allais m'asseoir tranquillement dans mon coin. Cela m'a aidé à approcher les autres. Parce que, de quoi a-t-on peur? Du point de vue des autres. On a peur de ce jugement que les autres vont porter sur vous. Et à ce moment-là, les approcher devient difficile. Et on perd cette confiance. On se dit, est-ce que ma robe est bonne? Est-ce que ma tenue, est-ce que je suis bien coiffée? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que ce que je vais dire est important?
Est-ce que ça sera écouté? Et si me font français marron, on connaît mon yo parler d'ailleurs, haïtien toujours aimerait haïtien qui fait français marron, hein? À ce moment-là, on a peur. Donc pour chasser cette peur, on laisse le regard des autres vous pénétrer. Et j'ai appliqué cela. Et à partir du moment que j'ai commencé à appliquer cela, j'ai commencé la transformation chez moi pour arriver à avoir confiance. Mais cette transformation ne s'est pas arrêtée à ce niveau. Cette transformation m'a été permise lorsque j'ai intégré le mouvement Toastmaster et vraiment des années après. Vraiment des années après. Parce que lorsque j'ai commencé à travailler comme infirmière dans un hôpital, si je vous dis, vous ne me croirez pas. Enfin, vous ne pouvez pas ne pas me croire. Je vous le dis. J'étais militaire. Enfin, militaire est toujours militaire. J'ai laissé l'armée au grade de capitaine. Et j'étais à l'hôpital militaire. Lorsque je travaillais à l'hôpital militaire, je me sentais bien. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de décision à prendre. Le chef me donnait des directives. Je n'avais qu'à appliquer ce que j'avais appris à faire comme infirmière. Mais lorsque l'armée a été dissolue, j'ai été travailler dans ta zone, Véronne. Je suis allée à la Croix des Bouquets, en dehors de la Croix des Bouquets. Et là, il n'y avait plus cette armée qui me donnait, ce supérieur hiérarchique qui me donnait des ordres. Il fallait que j'arrive à reprendre ma confiance en moi. Il fallait que j'arrive à me retrouver. Et à l'hôpital où j'ai été nommée infirmière responsable de santé communautaire. Et il fallait que j'aille auprès des autres, que je fasse l'éducation de la communauté, que je dirige une équipe, etc. C'était dans mes compétences techniques, mais ma confiance, il fallait que je l'aie. On va dire que je ne suis pas en temps de crise. Hein? On n'est pas en temps de guerre, c'est vrai. Mais c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Toastmaster, parce que je me disais que tout ce que je disais à la communauté, aux jeunes, ils étaient contents de m'avoir. Mais moi, est-ce que ce que je disais était valable? C'était peut-être valable pour moi, est-ce que c'était valable pour eux? Et j'ai fait la connaissance de Toastmaster International. Et à ce moment-là, j'ai appris à parler. J'ai appris, pas à parler vraiment, mais à communiquer. Il y a une différence. À communiquer, à envoyer un message clair, un message concis. Mais il n'y a pas que cela. Cela m'a appris à savoir m'adresser à un auditoire bien spécifique. Ça veut dire que la façon dont je vous parle, ce n'est pas la même façon que je vais m'adresser à la communauté. Parce que la communauté a ses habitudes aussi, a son vécu, a ses coutumes. Donc ça m'a appris à gagner confiance en moi. Et le fait de pratiquer m'a aidé à sortir de cette timidité maladive qui m'empêchait d'avoir confiance en moi. Maintenant, nous sommes en état de crise. Revenons à notre état de crise. On a peur. On a peur de sortir. On a peur de la personne qui est à côté de nous. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui va nous dénoncer en quelque part pour qu'on vienne. On a peur de donner notre adresse. On a peur de dire où on va à quelqu'un. On a peur dans un tap-tap, on a peur dans sa voiture privée, on a peur d'aller au market. Lorsqu'on va au market, on a peur. Et comment se sentir confiant quand on a peur? Il y a chez nous en Haïti cette mauvaise conception de lorsqu'on rencontre un psychologue qui nous aide que c'est fou. C'est parce que c'est fou. C'est pas vrai. L'autre jour,
j'ai subi une des douleurs les plus atroces qu'une mère, une grand-mère peut subir. Mes 2 petits-enfants avaient été kidnappés. Avec leur cousin, avec un autre petit qui allait à l'école. Quand, après 6 jours de détention, on a pu les revoir avec nous, eh bien, mon fils, j'ai dû prendre un thérapeute pour lui. Ma belle-fille également suit la thérapie. Et les enfants doivent suivre la thérapie. Mais moi, j'ai accepté aussi. Parce qu'il fallait que je retrouve ma vie. On est en état de crise, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la chose la plus caractéristique de l'être humain, ce sont les émotions. C'est ce qui nous caractérise en tant qu'être humain. Un être humain qui n'a pas d'émotion n'est pas un robot. Définitivement. Donc, c'est quelqu'un qui suit, tu comprends, ce qu'on lui dit de faire. Mais l'être humain est bourré d'émotions. Et tant que les émotions le submergent, il n'est pas capable de voir clair. Il n'est pas capable de voir clair. Lorsque mon fils m'a dit, mamie, je suis comme une feuille de papier qui peut être ballottée à droite et à gauche. C'est parce que les émotions l'ont envahi. Alors, il faut maintenant être capable de prendre des décisions. Donc, comment y parvenir? Moi, je dis qu'il y a des solutions, qu'il y a des possibilités qui nous sont offertes, mais il ne suffit pas de les lire. Il faut aussi les mettre en pratique parce que rien ne marche sans la pratique. D'abord, respirer. Vous allez me dire, mais on respire, je respire. Mais tu respires. Si tu ne respirais pas, tu serais mort. Mais ce n'est pas cette respiration-là, dont je parle. C'est la respiration qui permet d'évacuer tout le stress qu'on a. On ne va jamais l'évacuer en entier, mais de pouvoir se refaire une nouvelle santé intérieure. Donc, cela aide. Deuxièmement, faire ce qu'on aime. Ce qu'on a toujours aimé faire. Moi, j'ai toujours aimé mon piano. Je me suis remise à mon piano. J'aime aussi lire. Je me suis remise à lire. C'est passionnant. Et j'adore Toastmaster. Je suis retournée à fond dans mon environnement que j'aime bien. Donc, il faut faire des activités qu'on aime. Et se dire que le problème existe. Il ne faut pas l'ignorer. Le problème est là. Le problème, nous vivons à l'intérieur du problème. Nous ne sommes peut-être pas le problème. Certaines fois, on peut se dire, je le dis entre guillemets, avec des... Parce que si on n'accepte pas que l'autre est quelqu'un de différent de nous, l'autre a son point de vue, l'autre est capable d'émettre une opinion qui ne soit pas forcément la mienne, tant qu'on n'accepte pas l'autre comme il est, sans vouloir absolument le changer, mais l'autre changera à un moment donné, tant qu'on n'arrive pas à ça, on a une partie du problème. Vous comprenez? Mais quand on arrive à se mettre ensemble, on peut trouver la solution au problème. Alors, merci. Alors, je vous disais que pour arriver en temps de crise, à trouver cette confiance, à retrouver cette confiance en vous, je n'ai pas mentionné la prière, je sais que vous priez. Donc, la méditation et la prière, ce sont des choses. Mais il faut accepter ce que Maya Angelou nous dit, que la vie nous donne toujours une deuxième chance. Toujours. Et cette deuxième chance, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit écrit en grandes lettres chez vous, mais il faut accepter que lorsque l'opportunité arrive, il faut la saisir. Non seulement la saisir à pleine main, comme j'ai fait en reprenant mon piano, je vous assure que j'ai repris mon piano avec un autre professeur et je lui ai expliqué mon problème, j'ai pu trouver mon problème,
Comme je l'ai fait maintenant en gardant mes souvenirs, parce que mes souvenirs d'enfance, je les ai oubliés, c'est certain. Mais après, j'ai gardé mes souvenirs. Et pour pouvoir les garder, j'écrivais. Chaque fois que je voyage, je fais mon journal de voyage. Donc je retrouve mes souvenirs. Eh bien, la vie nous donne cette chance de pouvoir nous refaire confiance à nous-mêmes d'abord et pouvoir travailler avec les autres. Et voilà pour l'exposé de notre invité conférencière. Et